Interview à domicile avec Monsieur Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Justement, dans le cadre de Studio 210, nous allons parler des médias sociaux vus du Congo, leur impact dans l'environnement socio-politique. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes, on va dire, un homme expérimenté en matière de technologie, de l'information et de la communication, un utilisateur des réseaux sociaux. Confirmez-vous qu'aujourd'hui, qu'il est impossible de se passer d'Internet et des réseaux sociaux? Là, bon, vous avez employé Bon, d'abord bonjour, puisque merci de m'interviewer, mais en une phrase, vous avez employé trois concepts qui sont voisins, mais qui ne sont pas tout à fait identiques. Vous avez d'abord dit médias sociaux, puis vous avez dit Internet, et enfin vous avez dit réseaux sociaux. D'un strict point de vue technique, mais c'est mon point de vue, c'est pas un point de vue scientifique, il s'agit de trois concepts qui se complètent l'un l'autre et qui tout simplement ne recouvrent pas forcément une même réalité. L'Internet, c'est un outil technologique, le web, qui aujourd'hui permet l'utilisation, grâce à cet outil, de mécanismes de diffusion de masse, de données, d'informations, et un puissant outil de recherche pour ceux qui en font un outil scientifique ou un outil d'étude. Les médias sociaux, c'est un concept qui, d'un point de vue juridique même, est l'indication, selon moi, de la possibilité pour ceux qui sont des médiateurs, donc des communicateurs, de mettre en ligne un certain nombre d'informations à usage du grand public, soit de manière générale, soit de manière sectorielle, et donc qui obéissent dans leur professionnalisme à des règles, notamment liées à la déontologie. Et enfin, nous avons les réseaux sociaux, qui sont à ce moment-là un organe de communication de masse, à partir duquel des individus professionnels ou simples citoyens communiquent, soit entre eux, soit vis-à-vis du public. Un public plus ou moins restreint ou plus ou moins élargi. Les premiers sont bien entendu soumis à une déontologie, tandis que les seconds sont dans le foisonnement et la liberté la plus débridée en matière de diffusion d'informations de toutes sortes, dans tous les domaines, selon des modes qui n'engagent que celui qui diffuse et qui ne sont reconnus que de ceux qui reçoivent ce type d'informations ou de données. Donc il est entendu qu'aujourd'hui, un responsable, qu'il soit politique, administratif ou économique, lui-même ne peut pas se passer et de l'utilisation des réseaux sociaux à titre personnel ou à titre professionnel, et ne peut pas manquer de savoir qu'il aura vis-à-vis des utilisateurs des réseaux sociaux un public prêt éventuellement à l'écouter ou à accepter, s'il s'agit d'un usage professionnel, d'échanger avec lui et de communiquer avec lui par ces réseaux. Voilà la réalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'impose à nous. Donc ce que j'en pense, c'est que c'est un outil de communication formidable qui aujourd'hui est rentré dans les mœurs et qui est un moyen de communication du bas vers le haut comme du haut vers le bas. Donc c'est une réalité à laquelle nous devons nous adapter. Merci Monsieur le Ministre. À cette ère de la puissance des réseaux sociaux, cette ère, on va dire, du 2.0, les métiers de la communication se font par tout le monde. Tout le monde est journaliste, tout le monde est communicant, et généralement sans être professionnel du domaine, vous l'avez souligné à un moment dans votre propos, mais le ministre de la Communication, est-ce qu'il s'en rend réellement compte et comment il réagit? Se rendre réellement compte d'une réalité, vous l'avez soulevé vous-même, c'est un média qui permet à tout le monde de s'approprier la fonction de diffuseur, de relayeur d'informations. Diffuseur parce que souvent des gens créent une information, vraie, fausse, fantaisiste ou réaliste, et relayeur quand il reçoit
chacun d'entre nous, quand nous recevons une information, on est libre de la garder pour nous ou de la relayer à notre tour. Donc c'est cette appropriation citoyenne qui aujourd'hui est le fait majeur des 5 ou 6 dernières années. Et donc, les États doivent, de mon point de vue, adapter à la fois leur comportement vis-à-vis de ce média nouveau, doivent déterminer les conditions d'une utilisation sur l'espace national qui est sous leur juridiction. Pour nous, c'est la République du Congo dans ses 342 000 km², et trouver les mécanismes à la fois techniques, juridiques et réglementaires pour assurer justement une utilisation qui ne remette en cause ni le tissu national ni la tranquillité publique. C'est la vocation, le devoir des pouvoirs publics et en particulier du gouvernement. Et sur cette base-là, nous faisons un constat pour ce qui concerne notre pays et l'utilisation dans la sphère numérique congolaise de ces réseaux qui parfois est une utilisation débridée. C'est-à-dire une utilisation qui doit, à mon sens, pour qu'elle se poursuive en harmonie avec le besoin de vivre ensemble, qui doit être complétée par un arsenal juridique. Parce que nous ne pouvons accepter, puisque c'est un média ouvert à tout le monde, que certains malveillants ou certaines attitudes malveillantes amènent à ce que les utilisateurs que nous sommes tous soient en état de souffrance par rapport à la diffusion d'informations qui ne seraient pas conformes ni à l'éthique, ni aux règles d'ordre public qui régissent un État normal, ni tout simplement au respect de la législation interne. Quand on diffame, quand on viole la vie privée, quand on insulte d'autres individus ou d'autres groupes d'individus, quand on professe des opinions qui sont attentatoires à la tranquillité et qui relèvent parfois de l'incitation à la haine, qu'elle soit une haine tout court, une haine tribale ou autre, ce sont des choses que nous devons réglementer. La réglementation essentielle, c'est de nous assurer que sur l'espace national, tout individu qui publierait ou relayerait ce type de message puisse connaître d'abord l'existence du droit applicable au Congo et qu'éventuellement le droit lui soit opposé par rapport à des déviances qui pourraient avoir préjudicié à un tiers. Maintenant, une fois que j'ai dit cela, j'ai bien distingué, comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux des médias sociaux. Il y a aujourd'hui une extension de votre métier, c'est que vous devenez les journalistes d'abord avec votre déontologie traditionnelle qui devait transformer ou du moins transmuter votre métier sur la toile et tout simplement vous assurer que votre déontologie est compatible avec l'utilisation du numérique. En termes clairs, comment faire pour que des médias qui parfois, je parle des médias traditionnels, presse écrite, presse audiovisuelle, voire presse en ligne, que ces médias traditionnels qui eux-mêmes sont d'ores et déjà soumis à une déontologie qui parfois est à géométrie variable. Nous lisons par exemple la presse écrite, nous voyons qu'elle est souvent le caractère extrêmement brutal, parfois même diffamatoire contre des tiers, des articles qui sont publiés. Et nous notons d'ailleurs qu'une grande majorité de la pagination des journaux publiés à Brazzaville notamment est tout simplement une extension de ce qui est publié sur la toile. C'est-à-dire qu'on arrive à un paradoxe, le journaliste présent physiquement dans le pays va relayer une information qu'il a trouvée sur la toile, parfois dont l'auteur n'est pas au Congo, soit parce qu'il n'est pas congolais, soit parce que tout simplement il est loin du Congo, et va, alors qu'il est à 2 pas de l'endroit qui lui permettrait physiquement de recouper l'information, eh bien va se contenter de prendre cette information sans recul, la publier, et puis le jour où quelqu'un se sentirait soumis à un préjudice et porterait l'action en justice, dirait mais c'est pas moi, j'ai vu sur la toile. Donc ce sont des mécanismes qui doivent nous amener à lutter à la fois contre les fake news et à considérer que la déontologie n'est pas à géométrie variable, selon que l'on soit sur des supports traditionnels ou que l'on soit en numérique. Alors, j'ai l'intention au nom du gouvernement de proposer une évolution législative qui devrait être la suivante. Amener les rédactions à avoir, en cas de litige avec un tiers, ou des tiers qui se sentiraient soumis à un préjudice,
par rapport à des articles ou des informations publiées, disposer en interne de chaque rédaction d'un service de fact-checking. C'est-à-dire que vous devrez être en mesure, de mon point de vue, quand la législation sera mise en œuvre, quand le tiers viendrait se plaindre, dire vous avez publié une information diffamatoire, inexistante ou fantaisiste, de dire voilà les éléments qui nous ont permis, par fact-checking, de considérer que l'information était vraisemblable. C'est la traduction moderne de la notion de bonne foi. Vous savez que vous êtes passible de poursuite en diffamation et vous êtes relaxé quand on démontre qu'en réalité, même si l'information est erronée, vous avez de bonne foi relayé une information dont vous pensiez au moment où vous la relayez qu'elle était vraisemblable. Vous comprenez? Et à partir de là, le fact-checking que je propose, c'est que le média qui relayerait une information venue du numérique soit en mesure lui-même de l'avoir testée entre guillemets en interne, et d'apporter des éléments qui permettront de dire, en cas de poursuite judiciaire contre le média, de dire j'étais de bonne foi parce que voilà les éléments factuels dont j'ai disposé. Et une rédaction, un organe de presse, un diffuseur en ligne qui n'apporterait pas ces éléments qui relèvent de la bonne foi serait passible de poursuite judiciaire. Et à ce moment-là, je pense que ça nous amènera, chacun d'entre nous, au niveau où il se situe, à vérifier en amont que nous ne sommes pas confrontés à une véritable fake news. D'accord. Et il ne s'agit pas, parce que là aussi je comprends l'objection qui souvent nous est faite, oui mais techniquement, quand le type est à l'étranger, il a créé un faux compte et il publie des informations. Non, ça c'est quelque chose qui n'est pas appréhendable, vous le savez comme moi. Pourquoi? Parce qu'aucun pays au monde ne peut empêcher quelqu'un de créer des faux comptes et de publier des informations épouvantables. Aucun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui se fait dans le virtuel. C'est ça. Mais par contre, on peut contrôler ce qui est publié et relayé par des médias qui sont présents physiquement dans le pays. C'est-à-dire que l'argument qui consistera à dire, pour montrer sa bonne foi, je suis de bonne foi parce que je l'ai pris sur la toile, ne sera plus suffisant. C'est que celui qui veut relayer sur le territoire national et qui est donc soumis aux règles juridiques qui sont applicables au Congo, devra apporter la preuve qu'il a vérifié l'information avant de la rendre publique à travers la diffusion qu'il en fait. C'est de dire, il ne suffit pas de nous dire qu'un individu inconnu au bataillon ou non identifié l'a publié, je l'ai prise là-bas donc je suis de bonne foi. Non, avez-vous recoupé l'information? Si vous dites que Ed Chevry Diaz a volé 1 milliard dans les caisses de Télé Congo et qu'il portera logiquement plainte contre vous, vous devrez apporter la preuve que ce n'est pas seulement parce que vous l'avez lu sur la toile que vous avez relayé l'information, mais que vous avez en réalité disposé d'éléments matériels qui rendent l'information que vous avez diffusée vraisemblable. Quand on va dire que vous auriez détourné 1 milliard, il va falloir qu'on démontre que vous avez accès à une caisse de Télé Congo, que vos fonctions vous amènent à manipuler des fonds importants, et ensuite qu'on démontre comment vous avez détourner cet argent, vous comprenez? Donc c'est cette dimension-là qui va nous permettre, à mon avis, de réduire l'étendue de ce phénomène dit des fake news. Mais en interne, maintenant, à l'international, je crois qu'il s'agira pour les États, notamment au niveau sous-régional pour nous, CEMAC, CEAC, et au niveau mondial, qu'une coopération, une entraide à la fois technique et judiciaire et policière amène à ce que nous trouvions les moyens, les mécanismes pour lutter contre la cybercriminalité. Parce que c'est de la cybercriminalité, tout simplement. Une anecdote. Vous voyez, il y a l'affaire des Gilets jaunes en ce moment. En France. Voilà. Avez-vous entendu dire que les services français soupçonnent un pays, que je ne cite pas, d'avoir créé à travers un certain nombre d'officines des faux comptes Facebook pour attiser un peu l'attention sur le phénomène des Gilets jaunes, et ces faux comptes auraient publié même des photos et des vidéos qui montreraient des Gilets jaunes qui auraient été grièvement agressés ou tabassés ou blessés par les forces de police. C'est un peu pour exciter un peu le monde. Eh bien, qu'a fait le gouvernement français? Il a mis en place une enquête. Il existe en France une agence de sécurité numérique, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui dépend du secrétariat général de la défense nationale. Vous voyez que ce sont des questions sérieuses. Eh bien, une enquête est en cours. Et le pays qui a été mis en cause, qui est un grand pays, a démenti avec vigueur
l'existence de telles manipulations qui auraient été menées sous son égide. Donc, vous voyez que ce sont des questions qui, même au niveau des pays les plus développés, sont des questions qu'il est difficile d'appréhender. Les faux comptes, ils n'ont pas pu empêcher l'existence d'éventuels faux comptes qui ont peut-être fait de la désinformation. Fake news, désinformation, diffamation. Monsieur le ministre, vous avez évoqué il y a quelques instants que cette proposition de loi contre les malveillants, projet de loi contre les malveillants, justement. Mais en attendant ce projet de loi, qu'est-ce que le Congo, le gouvernement peut faire par rapport à toute cette diffamation, ces fake news au niveau parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la majorité des Congolais, la population est majoritairement jeune, tout le monde ou presque est sur les réseaux sociaux, surtout avec les smartphones. Que faire si ce n'est d'attendre la législation? Puisque si je vous propose une législation, c'est que justement elle n'existe pas aujourd'hui. C'est parce qu'on a l'impression que ça traîne. Mais on ne traîne pas. Savez-vous que la France vient à peine? Et je pense que l'Internet et les réseaux sociaux sont utilisés de manière beaucoup plus lointaine en France que chez nous. La France vient à peine, il y a quelques semaines, d'adopter une législation. Je ne crois même pas que le processus législatif soit terminé. Il me semble que c'est l'Assemblée nationale française qui a déjà pris le texte et qui doit être transmis au Sénat. Sur les fake news, justement. Donc je crois que je ne sais pas pourquoi on pourrait dire que ça traîne. Simplement, c'est une décision qui amène le gouvernement, parce qu'il faut encore que j'emporte la conviction du gouvernement lui-même. Je vous donne mon objectif, c'est celui du ministre de la Communication et des Médias. J'expliquerai dans le cadre du projet qui sera élaboré l'importance de la nécessité d'aller vers ça. Tant qu'on n'a pas un cadre juridique, nous appliquons ce qu'on appelle les lois traditionnelles en matière de diffamation et en matière de diffusion de fausses nouvelles. Il existe un cadre pénal dans le code pénal qui permet aujourd'hui d'appliquer une législation conforme au droit congolais. Par exemple, les lois en matière de diffamation sont des lois traditionnelles qui découlent des lois de 1881 françaises que nous continuons d'appliquer ici. Donc vous voyez bien qu'une loi de 1881 n'a pas beaucoup aujourd'hui de modernité ou assez de modernité pour couvrir une technologie qui n'existait pas à l'époque. Donc il faut adapter nos textes à la réalité de l'utilisation des réseaux pour continuer à nuire, mais de manière numérique. Voilà. Et enfin, il nous appartiendra de faire de la pédagogie, d'expliquer que l'idée, c'est pas d'empêcher l'utilisation des réseaux ou de restreindre les libertés. Une liberté, quand elle est restreinte par un gouvernement, c'est toujours une mauvaise nouvelle. On régule plutôt que restreindre. Réguler, c'est donc rendre l'espace conforme à ce que le gouvernement considère comme l'intérêt général. Je vous donne une image forte pour qu'on se comprenne. Imaginons qu'il n'existe pas de code de la route. C'est-à-dire que chaque automobiliste serait sur les rues de Brazzaville et se comporterait comme il veut. Il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de panneau stop, il n'y a pas de sens interdit, et il n'y a pas de feu rouge. Il se passerait des accidents de tous les coins de rue, parce que ça serait la jungle, et celui qui a le véhicule le plus gros, le plus fort, il va toujours forcer le passage, et voilà, et ça sera, comme on dit, une jungle totale. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons comparer l'espace numérique à cette jungle, parce qu'il n'existe pas réellement, hormis des textes traditionnels que je viens d'évoquer, il n'existe pas de cadre juridique interne pour réguler cela. Et quand nous aurons mis en place ce cadre juridique, nous pourrons effectivement considérer que, à ce moment-là, l'utilisation ne pourra être que responsable. Et quand elle n'est pas responsable, il existera des lois qui permettront de sanctionner ceux qui ne font pas une utilisation responsable. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Ministre, on peut se mettre à l'évidence, se rendre compte, constater le fait que l'information sur les réseaux sociaux, l'information dans le virtuel va plus vite que dans les médias traditionnels? C'est partout pareil. La question est plus profonde. Ce n'est pas la rapidité, puisque l'outil en lui-même est rapide, il est en temps réel. Le problème, c'est la crédibilité des informations des médias traditionnels. Nous vivons ce phénomène, vous avez parlé des jeunes. Nous sommes un pays aux 3/4 de population âgée de moins de 35 ans, dont parmi
parmi ces populations, notamment ces plus jeunes de nos compatriotes, des gens qui, très honnêtement, ne suivent même plus les médias traditionnels. Pour plein de raisons. Parce qu'ils les considèrent comme pas modernes, comme pas assez de qualité. Ils recourent à l'utilisation des réseaux sociaux pour utiliser au quotidien, accéder au quotidien à des services comme des films en ligne, Netflix, Yahoo, Google, tout ce que vous voulez. Et puis la télévision, c'est une télévision qui est devenue à la demande, à la carte. On peut accéder à des chaînes sur son téléphone mobile ou sa tablette. Et c'est un phénomène mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le prends parce que j'ai des enfants qui sont jeunes, qui ont une vingtaine d'années. Ces enfants-là, vous ne pourrez pas les obliger à regarder les télévisions traditionnelles. Moi, mes enfants regardent la télé, pour ceux qui s'intéressent au sport, quand il y a un match de foot par exemple. Le reste du temps, ils sont dans leur chambre, sur leur tablette ou leur téléphone. Vous n'allez pas les obliger à regarder le journal télévisé français ou congolais. Vous ne les obligerez pas à regarder une émission comme la vôtre, parce qu'elle est sur un média traditionnel. Par contre, ils pourront la suivre si vous êtes en ligne. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le média lui-même qui leur pose problème, vous comprenez ? Donc à partir de là, nous avons toute une frange de la population dans nos pays respectifs, dans les pays développés comme ici, qui n'a de contact avec l'information que via les réseaux sociaux. Donc moins l'information est sérieuse et moins ils seront réellement informés. Vous voyez le paradoxe, c'est qu'ils ont accès à une information qui n'est pas fiable et qui est consommée abondamment, alors que l'information la plus fiable n'est pas consommée par eux. Donc c'est à nous d'arriver à un rééquilibrage. D'abord parce que nos médias doivent se moderniser eux-mêmes et se mettre en ligne, parce qu'on ne peut pas concurrencer ou se battre contre le vent. On est obligé soi-même, pour pouvoir gagner la bataille, d'aller en ligne. Et notamment, il faut qu'un jour, nos médias traditionnels, dont Télé Congo, Radio Congo, soient des médias complètement en ligne, accessibles au moins sur une bonne part de leurs émissions en ligne. Et à partir de là... Qu'est-ce qui freine justement à ce sujet ? D'abord, il faut que nous ayons un cadre technique qui s'appelle le numérique. Vous savez que nous sommes en train d'implémenter la télévision numérique terrestre et des services devront se développer autour de l'implémentation de la TNT. C'est essentiellement cela. Et puis il manque aussi, de mon point de vue, l'arrivée de grands groupes de diffuseurs de production de programmes et de contenus locaux. Et c'est sur cette base-là qu'on pourra, disons, commencer à nous considérer comme en ordre de bataille contre la prolifération des malveillants sur la toile. C'est un problème important. Il y a des gens, je répète, dans notre pays comme ailleurs dans le monde, qui n'ont accès à une information que sur la toile, et une information, hélas, souvent de mauvaise qualité. Et à partir de là, le bon citoyen, c'est pas celui qui ne fait jamais de gaffe ou ne commet jamais de faute. Le bon citoyen, c'est celui qui est capable d'accéder à une information éclairée, et ensuite il se fait son jugement. Mais si la matière dès le départ est viciée, quel que soit le niveau de bonne ou de mauvaise foi de la personne, elle n'aura pas l'accès à la bonne information. C'est tout ce qui arrive et qui est regrettable. Voilà le danger de nos démocraties en construction, c'est la fabrication d'une information de qualité. C'est fait, les médias traditionnels le font, mais c'est la capacité de ces médias ayant une information de qualité à être accessible et disponible, notamment pour les plus jeunes. On parle de plus en plus de e-gouvernement, e-administration. Au Congo aussi on en parle, mais jusque-là on a l'impression que ceci reste théorique. C'est pas théorique, c'est simplement que il faut savoir que ce sont des choses éminemment délicates à régler. Ça coûte de l'argent. Comme vous le savez, le Congo est en situation de récession financière. Nous sommes actuellement en attente d'un programme avec nos partenaires multilatéraux, notamment le FMI. C'est un projet qui est au cœur du programme du président de la République et donc du gouvernement. Il y a des mécanismes en amont qui sont des préalables. Premier préalable, c'est de disposer de réseaux de bonne qualité. Deuxième préalable, c'est l'équipement et la mise en ligne de l'administration d'État pour que l'État lui-même serve de levier d'impulsion et donne l'exemple. Parce que vous ne pouvez pas parler de e-gouv si l'État lui-même n'est pas en ligne. Être en ligne pour un État, c'est quoi? C'est pas juste d'avoir le site internet du ministère de la Communication où on voit les activités du ministre. Ça, c'est ce qu'on appelle la préhistoire. Qu'est-ce que c'est, expliquez-nous? C'est la mise à disposition du grand public de tous les services essentiels
que l'on peut trouver en allant au guichet physiquement d'une administration, mais qu'on pourra demain, depuis son appareil mobile ou fixe, qu'on pourra effectivement utiliser et auquel on pourra accéder sans avoir à aller s'aligner dans une queue devant l'administration concernée. Je suis né en France, c'est un exemple. Je ne dis pas ça pour parler de ma vie, mais c'est pour que vous compreniez ce que je dis. Je suis né dans le 14, enfin j'ai été déclaré pour ma naissance dans le 14e arrondissement de Paris. Il s'avère que j'habite en province quand je suis en France. Et un jour, j'ai eu besoin, pour des formalités à effectuer ici à Brazzaville, j'étais de passage en France, j'ai eu besoin d'avoir accès à ma copie d'acte de naissance. Ah, mais ici, l'État n'étant pas en ligne, si j'ai été déclaré à la mairie de Soanké, dans la Sangha, je quitte donc Brazza pour aller à la mairie de Soanké. C'est bien ça, et inversement, si j'habite à Soanké et que je suis né à Brazza, si j'ai besoin de mon acte d'état civil, je prends mon avion, mon train, ma voiture, peu importe. Et j'arrive ici ou inversement. Là-bas, j'étais de passage, né dans le 14e, j'habite à plusieurs centaines de kilomètres de la mairie en question. Je suis allé en ligne. Simplement. J'ai commandé mon acte d'état civil. 2 jours après, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. C'est ça la mise en ligne de l'administration. On va y arriver, mais on se disait qu'avec la fibre optique, t'enchanté ici et là, finalement, il y a toujours 3 points de suspension. Vous êtes très ironique, ça n'a rien à voir, la fibre optique, c'est comme une route. Si vous faites une route, c'est pas ça qui va donner aux gens la possibilité d'acheter une voiture. La fibre optique, c'est une route, c'est-à-dire que c'est un moyen de transport. Ce moyen de transport, il est nécessaire, parce que sans la route, vous n'arriverez à rien, même si vous avez une Ferrari. S'il n'y a pas de route, si vous avez une Ferrari, et votre Ferrari, elle va décorer votre garage. Eh bien, de même, la fibre optique, ce n'est qu'une route. C'est une voie de communication, mais qui doit avoir un contenu. Le contenu, c'est la capacité qu'on vous donnera à avoir une Ferrari avec du carburant et votre permis de conduire. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez bénéficier des fruits, des délices de la route qui s'appelle la fibre optique. C'est un contenant. Maintenant, c'est à l'État qui doit se mettre en ligne et donner l'exemple à tout le monde, de donner le contenu. Le contenu, ce sont des services en ligne que je viens d'évoquer en vous citant un exemple. Donc nous devons maintenant, l'État congolais, dans le cadre de la réforme de l'État qui est confiée au vice-premier ministre Ayessa, nous devons construire cet État en ligne, fournir à nos compatriotes l'accès à des services administratifs en ligne. C'est quand nous serons arrivés à cette étape-là qu'effectivement, nous toucherons tous du doigt ce que vous appelez la fibre optique t'enchantée. C'est pas t'enchanter, elle est utilisée. Quand vous utilisez votre smartphone à mettre en ligne une vidéo de votre émission Studio 210, ou quand vous utilisez toujours votre smartphone pour télécharger une vidéo venue de l'étranger, eh ben vous utilisez la fibre optique. Si elle n'était pas là, vous ne pourriez pas faire ces téléchargements. Il y a quelques années, il fallait 10 minutes pour ouvrir un mail. Parfois, vous pouviez aller prendre votre café et pendant ce temps-là, votre truc tourne. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est pas l'infrastructure, puisqu'elle est déjà là. C'est l'utilisation intelligente de l'infrastructure pour lui donner un contenu. Ce contenu, d'abord l'État lui-même, parce qu'il doit donner l'exemple, comme je l'ai dit, c'est lui qui crée l'effet d'impulsion ou de levier. C'est les entreprises publiques comme privées qui doivent offrir également des services aux populations. Ce sont les administrations locales, déconcentrées ou décentralisées, qui doivent aussi prendre le relais. Et c'est l'ensemble de la société qui suivra. C'est l'ensemble de la société qui suivra. Quand on parle par exemple de médecine en ligne, de e-santé, la e-santé, ça ne veut pas dire qu'on va vous opérer en vous regardant depuis un écran. C'est pas du tout ça. C'est faire que par exemple, si vous souffrez d'une infection, je prends toujours l'exemple de Soanké, vous habitez à Soanké, et là-bas, peut-être qu'il n'y a pas de médecin chirurgien spécialisé dans l'affection dont vous souffrez. Mais grâce au e-santé, c'est faire qu'on va peut-être contacter un médecin qui est à Yaoundé, qui est spécialiste de l'affection dont vous souffrez, et qui à distance va aider le chirurgien qui est à Soanké avec vous par l'utilisation du numérique, l'écran, il se voit, lui il dit bon fais comme ci, fais comme ça, et on vous opère à distance. C'est-à-dire qu'en fait, le chirurgien virtuel, qui n'est pas là,
oriente le chirurgien qui est physiquement avec vous. Ça, c'est le e-santé. Et on peut multiplier les exemples. Ce n'est rien d'autre, l'utilisation du numérique, que l'utilisation, grâce à la technologie, de moyens qui restent traditionnels. Simplement, on donne, grâce à la technologie, la possibilité d'accéder de manière accélérée, plus pratique, plus ludique parfois, à ces services en ligne. C'est ça la différence. On ne change pas, si vous voulez, la nature de la prestation, elle reste la même. Quand je commande un acte d'état civil, je reçois toujours la version papier à un moment donné. Mais je n'ai pas commandé en allant m'aligner devant l'administration, prendre mon train ou ma voiture, faire mes 200 km, aller à Paris et m'aligner dans une foule. Je le fais depuis mon domicile, mais je le reçois quand même physiquement au bout du compte. Quand vous faites opérer à Soinké par un médecin qui est à Yaoundé ou à Brazzaville ou ailleurs, c'est pas, on vous opère quand même, mais sous la directive d'un médecin qui lui est spécialisé. Et ça évite que ce médecin soit déplacé à Soinké parce qu'il ne le fera pas ou il ne le pourra pas. Vous voyez, donc c'est repenser l'organisation de la société, depuis l'État lui-même jusqu'au service aux particuliers. Merci, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, pour toutes ces précisions. C'est la fin de notre entretien, donc c'est la fin de l'interview à domicile. Je vous remercie et félicitations pour la qualité de vos programmes, je les suis. Je suis toutes vos tranches d'ailleurs du dimanche, y compris celles qui sont liées aux aspects de spiritualité. C'est bien, il faut continuer et persévérer. Je sais que les moyens sont souvent limités, mais comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Et je pense qu'avec l'arrivée du numérique pour Télé Congo et les médias publics, je pense que le plus dur sera derrière nous. Merci, Monsieur le ministre. Mais simplement, nous nous arrangeons à contribuer aussi à ce que la télévision nationale congolaise, comme vous l'avez dit, lorsque vous êtes arrivé à la tête du ministère, que Télé Congo devrait retrouver, on va dire, son rôle de navire amiral. Et nous allons dans ce sens-là. Je crois. Merci. Voilà, peuple du studio 110, nous avons eu un entretien avec monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, monsieur Thierry Lezin Mongala. Et donc c'est la fin de l'interview à domicile. Studio 210 continue.